Ici, nous sommes dans la commune de Grand Popo. Nous produisons le riz biologique, pour ne pas dire riz des ancêtres, parce que nous produisons ce riz sans aucun produit chimique. Je dis bien sans aucun produit chimique. C'est ce que nous retirons de la terre, que nous lui renvoyons. Donc ça nous permet de garder la santé de la terre, de protéger l'environnement et d'apporter la santé à nos populations. Nous transformons le riz, mais nous vendons ce riz-là à Cotonou, dans les supermarchés de Cotonou, par exemple Franprix, Mont Sinaï, Azima, à Calavi, Copé à Porto-Novo, dans les marchés d'Awangbo, Porto-Novo, dans le marché de Comé, même sur le site à Grand Popo. Donc c'est une ferme que nous avons démarré avec 1 hectare et dont le rendement est de 6 à 7 tonnes par hectare. Donc nous avons commencé avec 1 hectare. Aujourd'hui, nous sommes sur 43 hectares. Comme nos difficultés, premier point, c'est la non-maîtrise de la conservation du riz biologique. Quelques temps après, on constate que le riz donne de charançon. Deuxième point, c'est la non-maîtrise d'eau. Nous n'avions pas un site aménagé. Donc, ce qui fait que nous n'arrivons pas à produire 2 fois dans la saison. On est obligé d'attendre la pluie. Troisième point, c'est la chasse aviaire. Nous n'arrivons pas à maîtriser les oiseaux. Et c'est très pénible. C'est pénible sur ce plan. Et si tu sais pas faire, tu peux tout perdre avec les oiseaux. Quatrième point, c'est nos appareils. Nous avons quelques appareils, mais nous ne trouvons pas de réparateurs. Et s'il faut, quand ces appareils sont gâtés, il faut aller au Togo, par exemple, pour aller chercher, ou très loin, pour aller chercher ces réparateurs. Même actuellement, le tracteur, par exemple, est gâté, mais il faut quelqu'un pour réparer ça. Pour nos besoins, vous avez parlé tout à l'heure de comment conserver le riz biologique. C'est très important pour nous. Si on peut nous apporter des techniques, on peut mettre à notre disposition des techniques pour pouvoir conserver ce riz biologique sur une longue période. Ce serait très bien. Deuxième besoin, c'est la maîtrise d'eau dont j'avais parlé, qui va nous permettre, au lieu d'être suspendu au ciel, ça va nous permettre de faire au moins 2 récoltes. L'aménagement de notre site, la maîtrise d'eau, et comme ça, ça va nous aider à maximiser le rendement et à ne plus être trop craintif parce qu'on se dit mais est-ce qu'il y aura la pluie? Si vous pouvez nous aider dans ce sens à aménager le site, apporter votre connaissance pour pouvoir aménager ce site pour que nous puissions avoir 2 récoltes dans l'année, ce serait magnifique pour nous. J'ai parlé de difficultés concernant la chasse aviaire. La chasse aviaire, oui, c'est quelque chose qui est très pénible. Notre grande difficulté même se trouve là. Le riz peut donner, on peut avoir la maîtrise d'eau, et tout est nickel. Mais ce point-là, c'est capital aussi. En un rien de temps, les oiseaux peuvent tout détruire. Si vous pouvez mettre à notre disposition des techniques et pour qu'on puisse réduire la main-d'œuvre, quand il s'agit de la chasse aviaire, ils sont débordés des fois, ils fuient, ils abandonnent le champ pour toi. Donc, quelle technique utiliser pour pouvoir chasser les oiseaux? Nous, on a essayé de voir avec les filets, mais c'est, regardez ce que vous avez à ma gauche là,
c'est avec filet, mais quand l'espace n'est pas grand, on peut le faire facilement. Mais quand c'est une superficie très grande, regardez un peu, c'est une superficie très grande. Quand il y a un vent violent, le vent là arrache tout le filet. Donc, nous vous demandons humblement si vous pouvez nous aider dans ce sens à trouver des techniques de chasse aviaire. Vous serez les bienvenus. Des appareils qui n'ont pas de réparateur. Si on peut nous, et d'autres appareils que nous n'avons pas, si on peut mettre des gens, mettre à notre disposition des gens pour réparer, pour fabriquer et à notre disposition pour que nous puissions de façon simple avoir accès à ces appareils-là. Pour installer une trieuse optique, il faut faire appel aux Chinois. Alors que le Chinois a deux têtes, pourquoi ne pas former des gens ici pour la réparation de ces appareils-là? Donc c'est ce que moi je demande. Si on peut nous aider dans ce sens-là, ce serait très bien. J'ai eu à collaborer avec les intellectuels, les agronomes, les élèves des lycées agricoles. Ils viennent pour des stages. C'est des gens bien. Moi, je les apprécie. Pourquoi? Parce qu'ils me filent des choses qu'ils ont appris et que je mets en pratique. C'est ce côté que moi, je les veux. Il te dit, il y a ci, il y a ça, il y a ça, quand tu fais ça, quand tu fais ça. Et même, ils me disent des trucs. On dit, mais pourquoi que les molécules, c'est des trucs. Et j'apprends d'eux. Mais ce que moi je leur reproche, ils ne sont pas résistants. Par exemple, je prends le cas du riz. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra faire 2 mois ou 3 mois comme stage et repartir. Je commence le champ en février ou en fin janvier et je termine en août. Donc, il doit faire le processus. Et comme ça, il est bien outillé. C'est des gens bien. Et c'est ça il leur faut pour pouvoir renforcer leur vitalité. Parce qu'ils ne sont pas résistants. Oui, ils sont restés longtemps dans le cahier, mais ils n'arrivent pas à résister. J'ai eu à collaborer avec 2 qui n'ont pas pu résister. Parce que je leur ai seulement dit, va contrôler les bonnes dames quand ils font le désherbage. Mais parcourir les 43 États, c'est ça qui est fatigant pour lui. La FENAPAB est une organisation paysanne et c'est pratiquement un regroupement de producteurs et le siège national est situé à Parakou dans les résidences de l'Escadère Porgo. La FENAPAB, en tant que fertière des organisations paysannes au niveau de l'ANACAD, et se veut de faire du plaidoyer et de lobbying pour les producteurs, pour défendre l'intérêt des producteurs au niveau national. Et pour faire cette activité, la FENAPAB quand même se donne quelques objectifs et comme objectif que poursuit la FENAPAB, c'est d'abord de mieux organiser les producteurs pour que ceux-là puissent être en organisation, parce qu'il faut être en organisation afin de mieux défendre ses intérêts. Et après, en deuxième position, la FENAPAB veut améliorer en quantité et en qualité la production des noix brutes d'Anacate. Donc c'est pourquoi nous formons les producteurs sur les questions de bonnes pratiques agricoles, on appelle les BPA. Et un dernier objectif, c'est la promotion de la vente coupée. Et ça, nous nous sommes rendus compte qu'avec le système actuel de la commercialisation où tout le monde peut vendre où il veut et quand il veut, ça ne permet pas aux producteurs de mieux faire le marché, d'améliorer leurs revenus. C'est pourquoi il y a aujourd'hui la vente collective qui est en train d'être promue au niveau de la Fédération nationale des producteurs d'Anacate du Bénin. Il faut dire que pour cette activité, nous faisons des contrats avec les autres familles d'acteurs parce que nous sommes 4 familles d'acteurs
Et les producteurs tissent des liens d'affaires avec les transformateurs, les acheteurs et qui sont aussi en fédération qu'on appelle la FENAPAT, parfois même directement avec les exportateurs. Et ils sont en organisation aussi, on les appelle, ils sont dans une organisation qu'on appelle le CONEC. Et le CONEC, c'est le Conseil national des exportateurs du cajou du Bénin. En fait, pour cette relation d'affaires, la FENAPAB, avec l'accompagnement de ses partenaires, dispose de près de 200 magasins, une capacité comprise entre 100 et 150. Parfois, nous avons même des magasins de 200 tonnes, des magasins qui peuvent contenir 200 tonnes de noix. Et c'est au sein de ces marchés et de ces magasins ou au niveau des marchés autogérés que nous réalisons la commercialisation. Et là, on voit les producteurs qui sont autour de leurs produits, qui sont en train de les commercialiser avec, suite à des liens d'affaires avec des acheteurs que je venais de citer. Et si on prend les deux dernières campagnes passées, nous avons déjà réalisé à travers ce système de vente coupée des chiffres compris entre 12 000 et 12 500 tonnes de noix qui ont pris par le système de vente coupée. Mais il faut signaler que pour, par exemple, la campagne dernière, toutes les noix qui ont été vendues, qui ont été produites au Bénin sont à peu près 140 000 tonnes. Et tous ces 140 000 tonnes ont pris, ont pris soit par les transformateurs, soit par les acheteurs ou les exportateurs. Donc nous avons ici les industriels qui aussi font des contrats et qui, eux, prennent les noix pour les transformer. Il faut dire que la campagne dernière, ils ont pris autour de 7 000 tonnes à travers la vente coupée et le reste étant directement acheté par les acheteurs qui les envoient également au niveau des exportateurs. Les difficultés sont aussi bien techniques que financières. Et lorsque nous abordons un peu la production, il faut dire que ici, la FENAPAB, nous nous occupons beaucoup plus de la production. Donc, pour ce qui est de la production, les difficultés majeures que nous avons, c'est surtout les faibles rendements que nous observons au niveau des plantations d'anacarde. Et à titre d'exemple, l'année dernière, nous sommes à un rendement de 398 kg à l'hectare, disons en moyenne 400 kg à l'hectare. Alors que dans d'autres pays tels que la Tanzanie, le Ghana, les gens sont déjà à plus d'une tonne à l'hectare. Donc nous sommes pratiquement à... On n'a même pas fait la moitié. On n'a même pas fait la moitié. Et ça, il faut dire que c'est un problème. Et pire encore, les gens sont venus récupérer les noix du Bénin pour aller faire les produits au Ghana et les améliorer pour aller à ce rendement de près de 801 tonnes à l'hectare, alors que nous on est encore à 400. Nous avons également le problème de ravageurs de maladies qu'on observe sur le terrain. Et surtout, cette année, nous avons constaté l'anthracnose qui sévit très fortement, l'anthracnose. Et là, nous sommes en train de voir avec les producteurs ce qu'il faut faire pour améliorer toute la question de matériel. Vous voyez, aujourd'hui, dans la production de l'anacarde, dans la promotion des bonnes pratiques agricoles, il y a des matériels, des équipements appropriés qu'il faut utiliser pour éviter que la bonne pratique que l'on est en train encore d'appliquer ne soit encore un problème. Donc il y a de ces matériels qui nous manquent et si vous allez dans d'autres pays, ils ont des équipements pour pouvoir entretenir les plantations correctement et donc ce qui leur permet d'obtenir un bon résultat, un bon rendement. Mais ici, on a le problème de matériel qui se pose. Également, nous avons le problème de compétences, de renforcement, de personnel. Nous n'avons pas pour le moment le personnel qu'il faut en termes de nombre. Nous avons du personnel, mais en termes de nombre, on n'a pas ce qu'il faut parce qu'on constate qu'un seul conseiller agricole, c'est à lui seul toute une commune. C'est difficile de pouvoir atteindre un grand nombre de producteurs pour pouvoir les former, pour pouvoir leur démontrer certaines choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un début qui est fait. Et concernant la transformation, c'est vrai, je disais que
c'est beaucoup plus de la production que nous on peut parler de façon beaucoup plus précise. Mais toutefois, il faut signaler que pour la transformation, nous avons le problème d'équipement aussi. En fait, le matériel que les gens utilisent ici pour la transformation, ce n'est pas encore le top niveau. Par exemple, en Inde, nous avons des machines qui peuvent transformer de tout petites noix, alors que chez nous ici, il y a des calibres que nos usines ne peuvent pas transformer. C'est déjà un problème. Nous avons également un problème financier au niveau des banques. Vous voyez, quand la commercialisation de noix brutes de cajou commence, vous allez voir les usiniers vont vous dire on n'a pas de ressources pour acheter, nous on ne peut pas acheter comme les exportateurs, et donc c'est un problème de financement. Les questions de banque, il faut que à ces niveaux, des solutions soient trouvées pour permettre à nos transformateurs de mieux faire. Nous avons toujours au niveau de la transformation, nous avons les produits, c'est-à-dire les gens s'occupent seulement de la noix de cajou, alors que nous avons la pomme, nous avons d'autres dérivés qui pouvaient être transformés pour qu'on soit concurrent, qu'on soit compétitif sur le terrain, mais les gens s'occupent beaucoup plus de la noix. Aujourd'hui, nous sommes en train déjà d'aller vers la transformation des pommes en jus, même la confection des noix torréfiées sur le plan local. Donc, et ça, il faut signaler que c'est une question aussi de la consommation locale qui se pose. Les gens ne veulent pas consommer local, ce qui fait que les produits sont là, mais le marché n'est pas simultané, n'est pas là systématiquement. Alors, concernant la commercialisation, le problème majeur que nous avons, c'est la non-réglementation de la commercialisation. La commercialisation n'est pas réglementée et toute personne peut se lever et dire qu'il est commerçant. Il peut dire que bon, moi j'achète, moi je sais, moi je sais. Donc, au niveau de la commercialisation, le problème fondamental que nous avons, c'est surtout la réglementation. En termes de besoins, nous avons de façon hiérarchisée par maillon. Si nous prenons un peu la production, le besoin qui se fait ressentir directement et principalement, c'est l'amélioration de la productivité des arbres. Et là, parce que les rendements sont faibles, il faut donc chercher à améliorer ces rendements au niveau producteur. Aussi, il y a la question de gestion des maladies ravageurs. Donc, on a ce besoin pour surtout les questions de lutte biologique parce que aujourd'hui, on se rend compte que les pays demandeurs des noix de cajou veulent consommer du bio. Donc, si on peut développer des technologies pour pouvoir lutter efficacement, mieux gérer les questions de ravageurs et maladies dans les plantations, ça serait très bien. Et il y a également le matériel, comme je le disais, au niveau des difficultés. Pour l'entretien, par exemple, des plantations, nous avons besoin des débroussailleuses, nous avons besoin des tronçonneuses. Et c'est des équipements que les producteurs ne trouvent pas aussi facilement pour pouvoir entretenir les plantations. Donc, et ce qui fait qu'ils utilisent des machettes, des équipements précaires qui peuvent encore causer des maladies au niveau de ces arbres. Pour que le producteur puisse savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans sa plantation, il faut qu'il y ait quand même qu'il ait une certaine information, une certaine quantité, un certain bagage intellectuel pour pouvoir le faire. Donc nous avons à ce niveau besoin de personnel sur le terrain pour pouvoir renforcer les capacités des producteurs, aussi bien pour les questions théoriques, mais aussi l'adoption des bonnes pratiques au niveau des plantations. Quant à la transformation, comme je le disais, on a un problème les transformateurs ont beaucoup plus un problème d'équipement. Les équipements ne sont pas encore au top niveau. Donc si on peut déjà réfléchir sur les questions de comment accompagner sur pour l'obtention des équipements sophistiqués et appropriés. Également, il y a les dérivés de la noix de cajou, tels que la pomme, même les noix torréfiées qui sont ici. On peut déjà développer de petites machines qui peuvent déjà permettre à ce que les groupements de femmes puissent déjà produire ces produits dérivés de la noix de cajou, ce qui va améliorer le revenu du producteur. Il y a aussi la question de financement. Je pense que si on peut trouver des approches, des
des types de relations entre transformateurs, producteurs et même les financiers. Ça va aider les transformateurs, surtout dans l'approvisionnement en matières premières, pour pouvoir mieux travailler. Et quant à la commercialisation, là, à ce niveau, ce qu'il faut faire, c'est surtout l'élaboration des textes de loi pour la réglementation. Parce qu'une filière désordonnée, une filière laissée à elle-même qui ne roule sur aucune base, ce serait difficile que les producteurs puissent être satisfaits. Donc, si déjà on peut réfléchir sur la réglementation de la commercialisation, voir les types de lois, les modèles qu'il faut, les modèles de commercialisation qu'il faut encore mettre en place, ça va aider à ce que le revenu du producteur soit amélioré. Et du coup, tous les acteurs de la filière seront quand même satisfaits parce que chacun aura quand même sa part. Donc, ce serait donc des partenariats gagnant-gagnant que les gens auraient tissés, ce qui va améliorer le revenu à tous les niveaux de la chaîne de production. Nous collaborons avec les étudiants d'agronomie. Nous collaborons très bien parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui envoient les étudiants pour les questions de stage, pour la rédaction aussi des mémoires de fin de formation. Donc, avec les quelques étudiants que nous avons déjà collaboré, nous avons senti en tout cas une motivation de la part de ces étudiants parce qu'à l'école, ils avaient reçu une formation théorique, mais lorsqu'ils viennent ici, ils se sentent intégrés, ils trouvent que ici c'est de la pratique et ils apprennent vraiment. Donc, nous avons en général non seulement les étudiants, mais aussi les professeurs qui nous appellent directement pour collaborer. Il y a même certains professeurs que nous avons envoyés au Ghana pour pouvoir se renforcer en capacité sur la production de l'anacarde, sur les questions de développement personnel. LCB Corporation, une entreprise située à Parakou, dans le 1er arrondissement quartier Wolu. Nous sommes spécialisés dans la production du beurre de karité brut et alimentaire. Notre objectif principal est la production et la transformation des amandes en beurre de karité. Nous sommes engagés sur les marchés bio et équitables sur les continents européens, américains et asiatiques. Notre vision est de contribuer à un monde où les femmes ont un revenu décent dans un environnement responsable de la protection de l'environnement. Nous avons une capacité de production de 400 kg par jour, soit environ 96 tonnes de beurre de karité brut par an. Nos marchés sont en Afrique, quelques-unes sont en Asie et sur le commerce équitable et bio, nous avons des marchés en Europe. Dans l'exercice de nos activités, nous rencontrons un certain nombre de difficultés, notamment liées à l'acidité du beurre de karité, qui provient en premier lieu de l'acidité de l'amande. L'acidité de l'amande est obtenue dans le processus de transformation de la noix en amande qui, à une étape donnée de la cuisson ou du séchage, le temps de cuisson et de séchage ne sont nécessairement pas respectés par la femme qui est en train de produire ces amandes-là. Donc il se fait que l'amande obtenue est acide ou peut-être est fissurée. Et cette amande, une fois ramenée à l'usine pour la production du beurre, on a du beurre qui est plus ou moins acide. Donc une autre difficulté que nous rencontrons aussi, c'est par rapport aux équipements.
les équipements que nous avons sur le marché ne sont pas toujours performants et cela nécessite, je vais dire, des entretiens réguliers, sinon aussi un surcoût d'énergie que nous déployons qui pourrait être compensé avec un équipement qui est très performant. Donc, une autre difficulté que nous rencontrons aussi, surtout pour les jeunes entreprises comme la nôtre, c'est l'accès au marché. Effectivement, tout à l'heure, j'ai dit que nous allons sur le marché du bio avec le marché du Fair for Life, mais il faut retenir que le marché du beurre de karité est un marché de niche. Et pour y pénétrer, il faut vraiment avoir les reins solides pour avoir un accès direct ou carrément vous passez par des négociants ou des intermédiaires qui ont peut-être des contrats avec des entreprises et qui viennent sous-traiter ces contrats-là avec vous. Et pour pallier à ces problèmes, il faut investir dans la recherche. La recherche à plusieurs niveaux. Il y a les équipements qui vont permettre de rendre plus efficient le processus de transformation des amandes en beurre de karité. Des équipements qui vont consommer moins d'énergie, d'autant plus que déjà en Afrique, on n'a pas une qualité d'énergie assez adéquate pour les industries. De l'autre côté, les besoins de recherche au niveau des semences. Il faut développer des semences à cycle court parce que l'arbre à karité qui n'est pas planté a fait au moins 15 à 20 ans avant de donner les premiers fruits. Alors, dans le besoin d'argent pour développer des activités génératrices de revenus, certains producteurs vont jusqu'à couper l'arbre à karité pour faire des mortiers, malgré qu'il y ait une réglementation nationale qui régularise l'interdiction de couper l'arbre à karité. Donc du coup, il faut penser à développer des semences à cycle court, adaptées à nos conditions, et nous pouvons avoir désormais dans les années à venir des plantations de karité comme dans le secteur de l'anacarde. L'autre besoin sur lequel je voudrais me pencher est de développer des technologies afin vraiment de pallier au taux d'acidité qui est élevé. Parce que 500 000 femmes au Bénin uniquement dans la filière karité ne peuvent réellement pas contrôler le temps de cuisson et le temps de séchage de leurs amandes qui, lorsqu'ils ne sont pas vraiment respectés, constituent une source d'augmentation du taux d'acidité à l'intérieur de l'amande et qui se répercute plus tard dans le beurre de karité. Oui, dans nos activités quotidiennes, nous collaborons avec les produits de la FSA, les agronomes formés à la faculté des sciences agronomiques, que cela soit de l'UAC ou la faculté d'agronomie de Parakou. Globalement, les appréciations sont très bonnes en termes de dynamisme, en termes de potentiel, de capacité d'adaptation et de réaction aux activités que nous engageons. Toujours est-il que quand vous prenez le collaborateur dans son domaine d'activité, relevant de sa formation, je veux dire relevant de sa formation, que vous le placez dans son domaine d'activité, il répond. À plus de 80%, j'ai été satisfait. La maison du Fonio est une structure d'interprofession de tous les acteurs du Fonio. Elle est située à Natitengu dans le département de la Takora, plus précisément sur le site de la maison TV5. Et la maison du Fonio étant une structure d'interprofession, elle regroupe également les unités de transformation. La plupart de ces unités transforment donc le Fonio en plusieurs produits dérivés tels que le Fonio grain, le Fonio couscous, sémoule, acré, etc. Ces différents produits sont vendus pour la plupart à Cotonou,
Nati Tengu, Parakou, les grandes villes du Bénin où le pouvoir d'achat est un peu amélioré au niveau des populations. Parce que le fonio, pour le moment, est uniquement produit dans la Takora Ouest, donc les unités de transformation n'ont pas, comme cela se doit, la matière première. Et puisque la matière première leur revient chère, naturellement, à la fin, le fonio revient approximativement un peu plus cher. Et donc, c'est ceux qui ont une bourse moyenne qui peuvent donc s'en procurer. Les difficultés que nous rencontrons au niveau de l'interprofession, si nous prenons la production par exemple, c'est un produit qui se produit il y a de cela très longtemps. Donc la nouvelle génération présente ne la produit plus parce qu'ils trouvent que c'est compliqué et que si je fais mon maïs, si je fais mon soja, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable pour moi. Il y a tellement de difficultés dans la production que au fur et à mesure des générations, cette spéculation a été abandonnée. Grâce donc à l'appui de quelques structures, nous avons pu donc inciter ces producteurs à reprendre petit à petit la production. Au niveau de la transformation, les choses sont beaucoup plus en avance par rapport à la production parce qu'il y a pas mal d'équipements de transformation aujourd'hui qui permettent quand même aux unités qui disposent un peu de moyens de pouvoir donc les acquérir et donc de pouvoir transformer facilement les différents produits, quitte à les vendre rapidement. Au niveau de la recherche, c'est toujours les problèmes de moyens pour pouvoir donc mettre les moyens nécessaires à la disposition des chercheurs pour donc faire le travail nécessaire en ce qui concerne la sélection variétale pour donc adapter chaque produit dérivé à une matière première bien spécifique. Parce que pour faire le couscous, ce n'est pas la même chose que pour faire le semoule, ce n'est pas la même chose que la farine pour faire la pâte, etc. Donc les itinéraires techniques, c'est un travail qui se fait déjà, mais l'accompagnement manque toujours. Donc nous sommes toujours en attente des différents bailleurs qui vont nous accompagner dans ce domaine. Au niveau de la transformation, nous avons déjà presque tous les équipements nécessaires, mais c'est la matière première qu'il n'y a pas. On souffre vraiment pour avoir, il faut courir dans tous les villages. Or, il y a les marchés. Les gens nous appellent pour avoir demandé telle quantité, mais pour en fournir, c'est difficile pour nous. Il n'y a pas la matière première. Alors, la seule chose vraiment pour qu'on puisse avoir la matière première, c'est à la base, accompagner les producteurs. Bon, il y a une deuxième difficulté. Pour l'entreprise, beaucoup de personnes ne connaissent pas les fonio. Il faut faire la promotion. Jusque-là, c'est une céréale des nantis. C'est les riches qui consomment les fonio. Or, nous, notre défi, comment amener les fonio? Tout le monde doit consommer. Comme c'est une céréale diététique, naturelle, c'est bon pour la santé, alors tout le monde doit consommer les fonio. C'est cher parce qu'il n'y a pas ça. Parce que la matière première coûte cher. Si on peut produire beaucoup, je pense que l'esprit sera réduit et tout le monde peut consommer. Parce qu'on veut que tous les Béninois consomment les fonio, comme l'avons vu au Sénégal. Un champ de fonio ne peut pas être coupé seul, on ne peut pas piétiner les fonio seul, on ne peut pas piler les fonio seul. Il faut vraiment la main d'œuvre, mais il n'y a pas les moyens. C'est ça qui fait que les producteurs ont laissé, parce qu'il n'y a pas l'accompagnement dans la production. Nos besoins, si l'État peut penser vraiment comment accompagner, comment prendre les fonio comme filière, comme l'a fait dans les riz, dans les maïs, je pense que la production va prendre. Si la production prend, en tout cas, il y a la solution pour la matière première. Parce que c'est une céréale qui ne demande pas beaucoup de choses. Tu as seulement un peu ton étendu, tu travailles et tu récoltes facilement. Bon, si aussi la recherche peut nous aider à la séparation du fonio, parce qu'il y a les fonios pour la bouillie, pour la pâte et pour les couscous. Il y a aussi les couleurs. Il y a les fonios blancs, les fonio rouges, les fonio marrons et les fonio jaunes. Mais tout est mélangé. Alors si vraiment la recherche peut mettre des moyens pour nous aider à séparer ces espèces et ces couleurs, ça va arranger beaucoup de choses. Sur le plan de la production, nous aurons besoin des équipements pour donc accompagner nos producteurs à pouvoir adopter les itinéraires techniques que la plupart des chercheurs ont mis en place pour donc un meilleur rendement au niveau de la production.
Nous aurons besoin des tracteurs également pour permettre aux producteurs de pouvoir emblaver de plus grandes superficies afin d'avoir de la matière première en quantité pour mettre donc à la disposition des unités de transformation. Au niveau donc de la transformation, nous aurons besoin donc d'une formation spécifique au niveau de l'université pour pouvoir obtenir des étudiants capables de produire les différents équipements sur place et donc permettre aux unités de transformation de pouvoir acquérir sur place ces équipements ainsi que des personnes capables d'assumer la maintenance de ces équipements. Cela reviendra un peu moins coûteux à ces unités et donc les produits finis seront beaucoup plus abordables à nos populations. Dans le cadre de notre collaboration beaucoup plus avec l'Université de Parakou à travers la faculté d'agronomie, nous recevons au niveau de la maison du Fonio les étudiants en fin de formation, que ce soit pour la licence comme pour le master. De façon générale, c'est des étudiants qui ont fait montrer quand même un certain nombre de compétences. Mais la difficulté, c'est qu'à la fin, puisqu'il n'y a pas de grand financement au niveau de la maison du Fonio, ils préfèrent aller dans d'autres spéculations.